bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Dans ce 6e épisode, je reçois Vanessa Chapuis d'Equinesia pour parler de communication animale. Cette pratique mystérieuse, Vanessa l'a découverte un peu par hasard grâce à sa jument. Peut-être que vous aussi, parfois, vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas vraiment. Si c'est le cas, cette interview va vous parler. Et si vous êtes curieux, intrigué ou même que vous n'y croyez pas du tout, tendez l'oreille, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. À la fin de la discussion, nous parlons aussi de shiatsu, une autre pratique que Vanessa propose pour améliorer le bien-être des chevaux. Alors ouvrez grand vos esprits et plongez avec nous dans ce monde d'amour et de ressenti. Bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation. Première question, est-ce que tu peux simplement nous expliquer un peu ton parcours et puis comment tu en es arrivée à fonder Equinesia ? J'ai créé Equinesia il y a déjà pas mal d'années, on va dire. En fait, j'ai fait une formation à la base de kinésiologue pour humains et pendant cette formation, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était soins énergétiques, etc. pour les humains. Mais mes collègues me disaient toujours que ça serait bien, que je devrais plutôt aller vers les animaux parce que j'aime les animaux et puis que je parlais toujours de mes animaux. Et puis en fait, à ce moment-là, j'étais là, non, je continue ma formation de kinésiologue pour humains, c'est ce que je veux faire. Et en fait, à la fin de cette formation, j'ai créé Equinesia pour donner un nom en fait à ce que je voulais créer au niveau de mon cabinet de kinésiologie. Et puis, comme j'adore les chevaux, c'était important qu'il y ait un terme qui représente le cheval, donc Eki pour équitation. Mais en même temps, dans Equinesia, on a aussi kiné, qui est pour la kinésiologie, et le côté sia, c'était le côté plutôt féminin. Donc l'idée, c'était de créer Equinesia comme ça. Donc ça me faisait quand même un rappel aux animaux avec le Eki. Et puis, juste après cette formation de kinésiologue pour humains, dont j'ai passé mon certificat, j'ai une amie qui m'a dit hey, toi qui adores les animaux, est-ce que tu viendrais participer à une formation pour apprendre à communiquer avec les animaux ? Et puis moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours parlé avec eux, je les aime, enfin c'était quelque chose de très très fort. Et puis surtout avec les chevaux en fait, parce que ma maman elle disait toujours, dès que j'ai su parler, j'ai dit maman j'aurai un cheval, j'ai toujours parlé cheval, alors que dans ma famille personne n'est dans le monde du cheval finalement. Donc à 24 ans j'ai pu m'acheter mon cheval. Donc tout ça pour dire que quand j'ai fait cette formation de communiquer avec les animaux, une découverte aussi, ça m'a complètement bluffée. J'ai réalisé que je pouvais le faire, que c'était réel, que ça fonctionnait, que j'avais des informations assez facilement. Et je me suis dit, mais ça c'est trop bien. Et si on peut par ce biais-là les aider, j'aimerais bien peut-être pouvoir les aider. Donc ça a fait son chemin, mais tout doucement. Parce que d'abord, j'ai voulu m'exercer toute seule, j'ai demandé à des amis, j'ai commencé vraiment à le faire par hobby, pendant mon temps libre. Et puis un jour, je me suis dit, ok, je me sens prête, j'essaye d'en faire quelque chose et j'essaye d'ouvrir ça à des gens que je ne connais pas. Ensuite, j'ai vu sur ton site que c'était un peu ta jument qui t'avait poussée vers la communication animale aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, j'étais pendant ma formation de kinésiologue pour humains, il y a des week-ends où j'étais pas là. Et puis, quand je rentrais chez moi, sur l'autoroute, quand je voyais le panneau arriver, Champagne, etc., j'avais commencé à avoir beaucoup d'émotions. J'avais des émotions que je ressentais qui étaient fortes, mais j'avais de la tristesse, je commençais à pleurer. Et puis là, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ça correspond pas à mes émotions à moi. Parce que moi, tout allait bien dans ma vie, super contente d'avoir fini mon week-end de formation en kinésiologie. Je rentrais vraiment le cœur léger, toute contente d'être rentrée à la maison. Et puis quand je commençais à avoir ces émotions qui étaient si fortes, je me suis dit, mais c'est bizarre, elles ne m'appartiennent pas. Et je pensais à ma jument à ce moment-là, quand j'avais toutes ces émotions. Et je me suis dit, c'est bizarre, est-ce qu'elle ne veut pas peut-être me transmettre quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que
que je capte pas. Et là, j'ai fait intervenir une dame à l'époque, et cette dame, elle faisait de la kinésiologie animale et un peu de communication animale. Donc quand elle est venue, c'est là qu'on a effectivement découvert qu'elle me transmettait en fait ses émotions et des messages par le biais en fait de mon corps et de mes émotions. Et c'est aussi à partir de là que finalement, quand j'ai fini cette formation de kinésiologue, quand on m'a proposé d'essayer d'aller faire un cours de communication animale, que j'ai dit oui, j'y vais. Voilà. Et puis, c'est un peu la question que peut-être tout le monde se pose. Comment fonctionne la communication animale ? Comment c'est possible de communiquer avec eux ? Alors, la communication animale, c'est finalement... On dirait que c'est simple, parce que on a l'impression qu'on peut parler avec eux, etc. Mais en fait, c'est tout un travail aussi sur soi. Parce que quand on communique avec les animaux, on est obligé d'être dans l'instant présent, on est obligé de couper tout ce qui nous perturbe dans notre mental par rapport à nos réflexions, qu'est-ce qu'on doit faire, oui, j'ai un train à prendre, après je dois faire ça ou ça. En fait, il faut vraiment couper ça. Et la base de la communication animale, c'est vraiment se ressourcer et c'est faire de la méditation. La méditation aide vraiment à couper ce petit vélo qu'on a dans la tête qui nous indique qu'est-ce qu'on doit faire, puisque nous, en tant qu'humains, on est beaucoup dans le faire et dans le faire futur, au lieu d'être dans le moment présent. Et les animaux, eux, comme ils sont dans le temps présent, et nous, on doit aussi être dans cet état d'esprit-là au moment où on communique avec eux. Après, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en étant en méditation, en faisant de la méditation, on arrive à un stade et à une certaine fréquence, j'ai envie de dire énergétique, qui nous permet en fait de couper notre mental et d'être en fait au même niveau énergétique qu'eux, ce qui permet en fait cette connexion, comme on dit, de cœur à cœur. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est connecté à l'animal de cœur à cœur, on attend de voir si on reçoit des messages et par le biais de réception de ces messages, c'est vraiment nos 5 sens. Donc on va recevoir des messages des animaux, soit par des images ou des petits films ou des bouts d'images. Des fois, c'est pas forcément une image complète. Des fois, c'est un petit bout, on voit juste un petit bout, mais après, on voit un autre bout. Donc on essaie de recompléter l'image et puis on arrive à avoir une image un peu plus claire, quoique des fois, c'est pas toujours le cas, mais on prend ce qui vient. Plus on pratique, plus on arrive à avoir des choses plus précises. Et puis, par le biais de mots, on reçoit des mots, des phrases, on reçoit même des fois des choses un peu rigolotes. Et puis, on reçoit aussi tout ce qui est ressenti d'émotion dans son corps. C'est exactement ce que j'avais eu quand j'ai eu cet épisode avec ma jument, où je ressentais ces émotions très fortes dans mon corps, au niveau du cœur, quelque part. On peut aussi ressentir les douleurs physiques d'un animal. Et puis, on peut aussi sentir des odeurs et puis avoir le goût. Mais alors moi, personnellement, l'odeur et le goût, je ne l'ai pas. J'ai les autres sens qui sont développés. Et maintenant que j'ai pas mal de pratiques en communication animale, en fait, je fais comme de l'écriture automatique. C'est-à-dire que je me connecte à l'animal, j'attends de voir ce qui vient. Et dès que je commence à noter, en fait, c'est comme si tous mes sens étaient en éveil et prêts à recevoir en fait, les messages et les choses que l'animal veut me donner. C'était justement ma prochaine question. Comment toi, tu pratiques les communications animales ? Qu'est-ce que tu fais pour te mettre en condition, entre guillemets ? Comment ça se passe un peu ton rituel ? Alors, ça dépend, en fait, un petit peu des jours. Généralement, je suis plus efficace le matin, après le petit déjeuner, où là, je me mets, en fait, dans ma pièce, où je mets de la musique de méditation. Il y a des matins où j'ai besoin de faire une méditation plus ou moins longue pour vraiment me vider complètement. Donc, par moment, le matin, je fais une méditation. Mais ma manière à moi vraiment de me préparer au niveau de mon protocole, c'est vraiment préparer ma fiche où je mets la photo de l'animal, je mets les coordonnées du propriétaire, je mets les questions, je lis les questions, je regarde bien la photo de l'animal et une fois que j'ai préparé ma petite fiche, je mets bien communication en gras souligné, c'est vraiment important, j'ai mon petit truc à moi. Et puis à ce moment-là, je regarde la photo, je ferme les yeux
et je fais ma connexion avec l'animal, donc j'ouvre mon canal pour aller me connecter avec l'intention de me connecter à l'animal, et ensuite j'attends simplement de voir qu'est-ce qui vient. Et en général, ce qui vient en premier chez moi, c'est l'animal me dit les choses qui lui semblent les plus importantes, ou alors il aime bien se présenter. Voilà comme je suis, mon caractère, qu'est-ce que j'aime bien. Voilà, j'ai toujours des petites anecdotes qui font que le propriétaire il reconnaît son animal au moment où on discute. Donc ouais, peut-être pour préciser, en fait, il n'y a pas besoin d'être vers l'animal, c'est par une photo que tu peux le faire. Oui, alors on peut le faire de différentes manières. Donc soit par le biais de la photo, c'est donc une communication, on dit à distance, où on regarde la photo et par le biais de la photo, on va se connecter à l'animal. Et ça, c'est une méthode qui, pour moi, est la meilleure, hein, parce que je peux être dans mon environnement, je peux être dans mon espace de sécurité, on va dire ça comme ça, dans ma bulle, comme je dis, et puis je peux être complètement avec lui sans être dérangée. On peut aussi communiquer avec l'animal en présence, quand il est là, mais pour moi c'est plus compliqué des fois parce que on a des ressentis et puis on a le regard du propriétaire qui attend impatiemment qu'on lui donne des réponses. On a des fois dans des écuries, on a des gens qui arrivent, qui disent salut et puis mais elle fait quoi? Et puis en fait moi dans ma connexion avec l'animal, pour être vraiment dans le moment présent avec lui, je dois vraiment retrouver cet espace de bulle et des fois c'est plus compliqué de le faire en présence. Si on comprend bien, comme tu l'expliques, tout le monde est capable de faire de la communication animale. Tout le monde est capable, alors j'explique justement dans le cours que je donne, c'est vraiment un cours d'introduction pour voir ce que c'est, pour découvrir ce que c'est. Tout le monde est capable de le faire parce qu'on a tous, j'explique que dans notre cerveau, quelque part, on a tous un petit tiroir qu'on a plus ou moins ouvert ou fermé, qui nous permet de communiquer avec eux. Parce que cette capacité, on l'a déjà à la naissance et on l'a beaucoup plus quand on est enfant. Et ensuite, ce tiroir, il se ferme ou il se rouvre plus ou moins en fonction de ce qu'on vit en fait dans notre vie, si on est très cartésien, en fonction des études qu'on va faire, etc. Et puis, du coup, on communique avec les animaux et on se réouvrant en fait à ce petit tiroir, on se rouvre à une énergie en fait, à l'énergie de la communication animale. Après, c'est qu'une question de pratique. C'est aussi être humble, toujours se remettre en question par rapport à la manière dont on communique avec les animaux, puisque c'est important que ça reflète vraiment ce que l'animal va vouloir nous dire et surtout la vérité. Donc vraiment toujours faire bien attention d'être dans la vérité avec eux. Ça me fait penser, tu parles des enfants, que tu as aussi fait des cours de communication avec les enfants. C'est aussi quelque chose que tu as réussi à leur transmettre et qu'ils sont capables de faire. Alors les enfants, c'est rigolo parce que les enfants, eux, ils aimeraient pouvoir parler avec leur animal comme ils parleraient quand ils sont à côté, quoi, comme un dialogue, souvent. Et puis quand je leur dis, c'est pas forcément comme un dialogue, parce que l'animal va pas te répondre vraiment, c'est pas forcément du tac au tac, c'est pas toujours comme ça. Alors les enfants sont un peu surpris, mais ils sont tous très contents de faire le cours et la méditation, et d'apprendre, de se dire, mais tiens, c'est vrai, j'ai ressenti quelque chose, j'ai eu une émotion, mais moi j'ai ressenti un truc dans mon corps, et on discute beaucoup de comment ils perçoivent les messages. La plupart des enfants, ils ont ce côté intuitif déjà, ils sont dans le moment présent. Donc pour eux, des fois, c'est plus facile de se connecter à l'animal et de communiquer avec eux que nous, adultes, où on a toutes nos barrières et puis tout notre mental qui nous dit « je vais pas y arriver, c'est pas possible », etc. Alors que les enfants, eux, souvent, ils découvrent. En parlant de barrières, peut-être t'as de temps en temps ce genre de discussion, mais qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont vraiment sceptiques sur cette possibilité d'échanger avec les animaux? C'est toujours un sujet délicat. À l'époque, on me disait « mais tu fais du talkie-walkie avec les animaux ». On se moquait un petit peu de moi, donc c'était quelque chose que je disais pas forcément. C'est pas quelque chose dont je parlais à des gens que je connaissais pas pour dire « je communique avec les animaux ». J'avais peut-être peur d'être mal vue ou peur qu'on se moque de moi ou qu'on me prenne pour une folle. Aujourd'hui, c'est égal, j'ai envie de dire. Mais en fait, il y a un moment donné où même les gens sceptiques, quand ils n'ont plus de solution pour leurs animaux, qu'ils ne savent plus quoi faire, ils se tournent vers nous.
Et puis, ils se tournent vers nous en disant, bon, de toute façon, c'est le dernier recours. On essaie de voir si ça donne quelque chose ou pas. Et finalement, ils sont bluffés parce qu'on arrive à leur dire quelle est la problématique de l'animal, ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, comment se sent l'animal. Moi, je crois qu'il faut passer par la pratique, en fait. Si vous y croyez pas, un coup, il faut essayer, quoi. Parce que la communication animale, quand ça fonctionne, soit le propriétaire peut vérifier ce que je dis comme informations, qui sont des informations que lui-même connaît, mais que moi, je connais pas. Ou alors, le comportement de l'animal peut changer, des fois du jour au lendemain, suite à une communication animale. Donc c'est là qu'on voit que oui, ça fonctionne. Mais les gens sceptiques, c'est peut-être les gens qui sont très cartésiens, qui ne croient pas aux énergies ou à ce genre de choses-là. Et puis peut-être, par rapport aux gens qui te contactent, à quoi peut servir la communication animale ? Tu as déjà un petit peu dit, mais en principe, pourquoi est-ce qu'on t'appelle ? Est-ce qu'on demande une communication animale ? Bon, j'imagine que c'est assez vaste, les demandes, mais... Alors, je dirais que presque la majorité des demandes, c'est qu'il y a un problème de comportement. Le chat change de comportement, le chien change de comportement, le cheval change de comportement. Souvent, c'est souvent ces animaux-là, mais j'ai fait aussi des perroquets, j'ai fait des perruches, j'ai fait des hamsters, j'ai fait des lapins. C'est pas ceux qu'on a le plus, mais j'en ai quand même. Et en fait, c'est par rapport à un changement de comportement ou bien des fois pour savoir comment il se sent. Est-ce qu'il a mal quelque part ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer sa vie ? En fait, finalement, les gens qui demandent quelque chose pour la communication animale, c'est qu'ils ont envie que leur animal aille mieux. Aujourd'hui, je crois que j'ai passé par plusieurs phases, en fait, depuis toutes ces années. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt est-ce que mon animal, je l'ai déménagé d'écurie ? Est-ce qu'il est bien dans sa nouvelle écurie ? J'avais beaucoup de chevaux et j'avais beaucoup ce genre de demandes-là. Et je pense qu'avec le temps, avec la pratique, les demandes deviennent différentes, puis plus précises, peut-être plus difficiles aussi. J'ai des demandes aujourd'hui, surtout sur les problèmes de santé. Mon animal, il va pas très bien. Est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il a, ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est émotionnel ? Est-ce que c'est physique ? Parlant de ça, je peux imaginer que parfois c'est pas forcément facile de transmettre au propriétaire certains messages que l'animal envoie. Comment tu gères un peu cette relation avec les propriétaires ? Il faut toujours faire très attention. Moi, j'ai ma formation derrière de kinésiologue pour humains, donc j'ai j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la relation qu'on peut avoir avec un client en tant que thérapeute. Donc, comme j'ai ce côté thérapeute, je peux vraiment amener les choses avec douceur quand il faut expliquer quelque chose. Donc, je ne vais pas leur dire de but en blanc quelque chose qui pourrait les froisser ou les blesser. Je vais amener le sujet gentiment en expliquant avec des mots qu'ils peuvent comprendre et du coup... Voilà. Parce que des fois, c'est pas évident. Des fois, les animaux font des messages à leurs propriétaires. Et des fois, c'est des messages qui peuvent beaucoup les toucher. Et ça, il faut l'amener aussi tout gentiment. Donc, c'est ce côté thérapeute, je veux dire, qui m'aide, en fait, à pouvoir retranscrire ce que me dit l'animal. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que parfois, en fait, on pose des questions sur l'animal, mais la réponse concerne le propriétaire. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, on en apprend presque plus sur nous-mêmes que sur l'animal, peut-être. Oui, parce que la communication animale, c'est aussi... il y a aussi avec nos animaux un effet miroir. C'est-à-dire que quand on prend un animal, généralement, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si on vit avec un animal pendant un certain temps, ou qu'on choisit celui-là ou celui-là, puis des fois, on choisit pas, parce qu'il vient à nous, en fait, c'est qu'on a un chemin de vie à faire avec eux. Enfin, les animaux, pour moi, ils sont plus évolués au niveau évolution, on va dire, côté énergétique et tout, ils sont plus évolués, et nous, moins évolués qu'eux. Donc en fait, s'ils nous accompagnent dans notre vie, c'est pour nous faire évoluer. Donc on doit aussi, nous, changer, c'est-à-dire qu'on a des choses à faire et à changer, et ils sont là aussi pour ça. Donc ça, c'est intéressant, parce que justement, des fois, ils nous disent ce que la personne, sur quoi elle devrait travailler au niveau de sa personne, etc. Et c'est très intéressant. C'est aussi important de savoir que c'est ma perception, je ne sais pas si les autres communicatrices ou communicateurs animaliers ont la même perception que moi, mais étant donné qu'on est lié à notre animal, parce qu'on vit avec, donc on est lié comme avec un lien énergétique, quelque chose qui est ensemble, je pense que quand on communique avec un animal, on perçoit aussi la personne, c'est-à-dire qu'on a aussi des informations de la personne. Puisque, je vous donne un exemple tout simple, c'est quand
quand il y a un cheval dans une écurie et qui va déménager, si le propriétaire, ou souvent la propriétaire, si la propriétaire va regarder une autre écurie ou 2-3 écuries différentes pour se faire un avis parce qu'elle veut déménager son cheval, souvent, moi j'ai des images qui me viennent déjà de l'écurie qu'elle a été visitée. Et en fait, comment est-ce que j'ai ces images ? Le cheval, il n'a pas été visité, l'écurie, c'est le propriétaire qui a été visité. Donc je pense que comme les images sont dans la tête du propriétaire et que le propriétaire est connecté à son cheval, le cheval peut me transmettre les informations. Et donc lui, il peut aussi me dire des fois s'il trouverait bien ou pas d'y aller. Si on revient un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu arrives à te souvenir des premières fois que tu as fait ces communications, peut-être les toutes premières fois où tu as ressenti quelque chose? Alors, les toutes premières fois, c'était assez compliqué pour moi parce que il fallait que je sois vraiment enfermée dans mon bureau pour vraiment me concentrer. Moi, j'avais quand même pas mal de soucis au début de concentration. Je suis quelqu'un de très actif et du coup, il fallait que je me pose, il fallait que je sois dans le temps présent et tout ça. Donc ça, j'ai dû apprendre à le faire. Et en fait, ce qui n'était pas évident, c'est que j'avais besoin que ma maison, elle soit toute rangée, que tout soit nettoyé, que tout soit propre, que j'ai plus que la communication animale à faire. Et c'est assez rare de pouvoir le faire, donc voilà. Et les premières communications, donc une dont je me rappelle bien, c'est je communiquais avec un cheval blanc, et je vois son image, je me connecte à lui, et il me dit il faut aller faire ta lessive, parce que là, elle est finie, et tu vas pas pouvoir communiquer avec moi maintenant, parce que t'as déjà ta tête ailleurs. Puis j'étais là, mais comment ? Okay. Alors je suis allée faire ce qu'il m'a dit, et je suis revenue, et j'ai pu communiquer avec lui et ça s'est très bien passé. Okay. Et une autre anecdote, c'est qu'une des premières fois que j'ai communiqué avec les animaux, là j'avais ce chien, là je le raconte souvent dans le cours, c'est que je trouvais ça hallucinant, c'est que j'ai vu une photo de la gamelle du chien, mais vraiment une photo très précise, c'est-à-dire je savais que c'était une gamelle ronde, jaune, et puis le chien avec des mots me disait « Ah, il y a un truc au milieu qui m'énerve, il y a un truc au milieu qui m'énerve ». J'étais là, bon, moi je connaissais pas beaucoup les chiens à l'époque, donc je savais pas ce que c'était ce truc au milieu qui me disait que ça l'énervait, et ça m'a fait vraiment très rire parce que quand j'ai communiqué avec le chien, il m'a expliqué d'autres choses, puis quand j'ai eu la propriétaire au téléphone, quand je lui ai dit « Mais est-ce que votre chien, il mange dans une gamelle ronde, jaune ?» Elle me dit oui. Je dis ok, donc déjà ça c'était super clair et ça me validait le fait que c'était juste. Puis je dis mais je sais pas, et aussi il me dit qu'il y a un truc au milieu de la gamelle, ça l'énerve. Puis là elle s'est mise à rire et puis elle me dit moi c'est normal, mon chien est boulimique, donc je dois lui mettre une gamelle spéciale avec un truc qui tourne en bas de la gamelle. Et puis je lui dis en tout cas votre chien il me dit que ça l'énerve. Elle me dit ça m'étonne pas. En parlant de validation, peut-être, je peux le dire, j'ai fait le cours d'initiation avec toi. Ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'est de se dire, de se convaincre qu'on n'invente pas en fait des choses dans notre tête, parce que voilà, si on ferme les yeux puis on pourrait totalement se faire des histoires sur un animal en voyant sa photo. Comment on fait pour prendre confiance et puis être sûr que c'est pas notre mental qui invente des choses par rapport à, je sais pas, la race du cheval, la tête du propriétaire, enfin je dis n'importe quoi, mais peut-être comment on fait pour être sûr qu'on n'invente pas on peut jamais être sûr. Et c'est pour ça qu'il faut être très humble et c'est pour ça qu'il faut bien toujours essayer d'être dans la vérité avec l'animal et de le prendre et surtout de ne pas avoir d'attente. En fait, on fait une communication animale et il ne faut pas avoir d'attente sur les choses, il faut juste laisser venir ce qui vient. C'est possible, et la communication animale, ce n'est pas du 100%. Donc c'est très possible que pendant la communication animale, on ait 2-3 choses qui viennent de notre cerveau qu'on va écrire qui ne sont pas correctes. Et ça arrive à tout le monde. Je veux dire, moi, souvent, c'est les couleurs. Je ne suis pas toujours exacte avec les couleurs. Enfin, des fois, c'est hyper juste, puis des fois, ce n'est pas tout à fait juste. Et puis, en fait, on ne peut pas vraiment avoir cette certitude. Par contre, les validations, c'est souvent le propriétaire qui nous les donne. C'est-à-dire que si on arrive à avoir le 80% des choses qu'on dit, que le propriétaire nous dit oui, ça correspond à mon animal, oui c'est vrai, il a cette gamelle jaune ronde, oui c'est vrai, il a tel comportement ou bien il a tel caractère, et la suite, même si le propriétaire il sait pas toutes les réponses par rapport à ce que je vais donner, et en fait dans l'ensemble ça correspond et ça a l'air d'être juste. Et puis surtout on voit les changements chez l'animal et ça évolue, donc c'est là qu'on voit que
qu'on est dans le juste. Par contre, nous-mêmes, dans notre tête, il faut se faire à l'idée qu'on a toujours ce doute. Et en fait, il faut vivre avec ça. Et c'est là qu'il faut se faire confiance. C'est vraiment une histoire de confiance. Et puis peut-être au niveau émotion, ou je sais pas, au niveau histoire, est-ce que tu as des exemples de communication qui t'ont particulièrement marqué depuis toutes ces années ? Je cherchais, parce que j'en ai fait tellement depuis, je fais ça depuis 2008, que je cherchais vraiment celle qui m'a le plus touchée. Mais en fait, j'en ai tellement qui m'ont touchée que c'est difficile d'en dire une et puis en fait, il y en a plein. Parce que ce qui me touche beaucoup, c'est quand l'animal, il envoie, en fait, il nous envoie de l'amour, hein, parce qu'il dit qu'il aime son propriétaire, hein, et il envoie une vague d'amour, mais ça nous traverse, hein, ça vient sur moi, ça me traverse, je la vis, cette émotion. Et ça me réchauffe tout mon corps, en fait. Et ça, c'est magnifique, c'est juste magnifique quand ils disent ça, et ils le font. Alors, il y a plein d'autres choses qui m'ont touchée, parce qu'il y a plein de communications où il s'est avéré que les choses ont changé du jour au lendemain, et ça s'est super bien passé, quoi. Là, j'ai peut-être 2 exemples. Un vieux exemple, puis un plus récent. Mais c'était l'histoire de ce chien qui avait peur de sortir de chez lui. Enfin, on a détecté en communication animale qu'il avait peur de sortir de chez lui. Et j'ai expliqué au propriétaire cette peur, d'où venait la peur, etc. Et en fait, le lendemain, le chien n'avait plus peur. C'était fini, terminé. Je l'ai expliqué au propriétaire et il y a quelque chose qui se passe c'est ce qui est important dans la communication animale, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre le propriétaire et l'animal dès le moment où on a fait la communication. L'animal s'est senti compris, il a pu s'exprimer, et le propriétaire, lui, il a aussi compris ce que voulait l'animal et ce qu'attendait l'animal de lui. À un moment donné, l'humain, il va changer son comportement, même si c'est un comportement qui est très, j'ai envie de dire... subtil, c'est un changement subtil. Des fois, on remarque pas nous-mêmes qu'on change. C'est peut-être juste déjà l'état d'esprit. Exactement, ouais. L'état d'esprit, quelque chose qui fait que tout à coup, on se dit, tiens, et l'animal le capte chez nous et il change. J'ai fait une communication dernièrement avec c'était un perroquet, je crois. Ouais, perroquet. Quelques jours après la communication animale, la dame, elle me dit « Oh, c'est génial, il se laisse enfin caresser sur la tête. » Alors qu'il ne se laissait pas caresser sur la tête et elle était bluffée en disant « Mais pourtant, on a fait la communication animale. » Et puis là, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose chez l'animal, mais peut-être aussi chez le propriétaire. Je pense que ça doit se faire à 2. Là, tu parles de perroquets ou d'autres animaux un peu moins... qu'on connaît un peu moins. J'avais quand même envie de te poser la question, est-ce qu'on peut communiquer alors avec les animaux sauvages ? Alors pour moi, c'est mon expérience, et puis c'est ce que je connais de ça, parce qu'il y a des communicatrices animalières qui font plus de... Il y en a qui font des safaris, il y en a qui vont voir les dauphins, et elles ont une expérience encore plus grande que la mienne. Mais pour les animaux sauvages, moi j'ai toujours eu des messages, des très beaux messages qui m'envoient pour me donner des messages de très doux, ou des messages qui me concernent et que je dois réfléchir ou travailler sur moi. Et puis de temps en temps, on en a aussi qui peuvent nous dire s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, tout simplement. Les animaux décédés, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu fais, que tu as déjà fait ? Alors, les animaux décédés, on peut communiquer avec eux comme quand on communique avec un animal vivant. C'était quelque chose au tout début que j'avais fermé cette porte. Pour moi, c'était trop d'émotions, trop compliqué, puis peut-être même un petit peu genre mais c'est pas possible, en tout cas au tout début. Et puis un jour, j'ai ouvert la porte. Donc en fait, vraiment, dans ma tête, j'ai accepté de dire ok, si maintenant je dois avoir des demandes pour des animaux décédés, je suis ouverte et je veux bien le faire. Et en fait, c'est venu tout de suite. Quelques jours après, j'avais une demande pour un animal décédé. Quand on communique avec un animal décédé, on communique avec son âme, mais son âme, elle est enregistrée. J'ai envie de dire qu'il y a comme un enregistrement électromagnétique quelque part dans l'univers, j'en sais rien où, quoi, comment. Je sais que cette information sur lui est disponible en tout temps et qu'on peut se connecter à l'animal de la même manière qu'on fait avec un animal vivant. On va faire la même procédure, exactement la même chose, mais sauf que le canal, il va aller en fait
sur l'âme au niveau électromagnétique, en fait, ce qu'il y a en fait. Parce que si on croit à la réincarnation, on se dit mais comment est-ce qu'on peut communiquer avec un animal décédé s'il est réincarné ? Parce qu'il est réincarné, il n'est plus là. Mais en fait, l'animal, il garde une empreinte. Et on discute, j'ai envie de dire, avec cette empreinte. Donc ça n'implique pas que l'âme, elle peut très bien se réincarner. Et puis, tu parles de tout ce que tu peux recevoir pendant une communication. Comment tu gères le fait de ressentir toutes les émotions des animaux ? On peut imaginer que parfois c'est pas facile, suivant ce qu'ils ressentent, la tristesse, des douleurs, etc. Alors, je l'absorbe sur le moment, c'est-à-dire que je le ressens sur le moment, je parle avec lui, je ressens aussi dans mon corps des fois des choses ou ses émotions, et je suis dans le dialogue avec l'animal, mais une fois que je coupe cette connexion, je me sors de là. Je veux dire, chacun reprend son énergie et moi je reprends qui je suis. Donc j'arrive à faire ce bouclier, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'arrive à faire ce bouclier qui me protège. Alors oui, des fois, c'est difficile parce qu'après, c'est le contact avec le propriétaire. Et puis, il faut réexpliquer tout ça. Et il y a des choses, des fois, qui sont très dures et ça me touche. Comme il y a des fois des jeunes animaux qu'on est obligé d'euthanasier et on doit expliquer à l'animal qu'on va devoir le faire parce que il a ce problème-là et puis ça. Et ça, en fait, c'est triste. Et l'animal, souvent, il comprend. Okay. Ouais. Mais c'est des choses qui me touchent parce que après pendant quelques jours j'y pense, je mets une petite bougie quand je sais au moment où il va aller chez le vétérinaire, je mets ma petite bougie, je pense à lui et quand je sais que c'est arrivé, j'essaie d'accompagner en fait son âme de l'autre côté. Justement, après avoir eu toutes ces communications avec les animaux, qu'est-ce que ça t'a apporté sur ta connaissance même des animaux ? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que j'ai envie de dire que pour moi, ils étaient comme ça déjà. Je les ressentais déjà comme ça, petite. J'ai toujours été très sensible aux animaux, j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours parlé avec eux, même toute petite. Donc pour moi, c'est que pouvoir continuer à communiquer avec eux comme je le faisais quand j'étais petite un petit peu. Mais le plus, c'est que maintenant, je peux les aider. Et ça, je pense que c'est ça, parce que après, si on prend un côté plus pratique, plus concret, il y a aussi le côté où on apprend énormément sur eux, c'est-à-dire que on essaye de connaître mieux l'animal, mais pas seulement au niveau de leurs émotions et de leur comportement, au niveau physique, c'est-à-dire que moi j'ai agrandi mes connaissances sur l'anatomie de l'animal, que ce soit le chien, le chat, le cheval, j'ai fait des formations aussi à côté, donc ils m'ont permis d'avoir ça, mais du coup j'ai agrandi mes connaissances sur ce qui est plus précis au niveau du corps physique de l'animal ou des maladies. Et par rapport au ressenti de l'animal, il y a quelque chose que tu nous avais dit au cours qui m'avait assez marqué. Tu avais dit que tu avais remarqué que les animaux, ils sont jamais dans le jugement ou dans une optique d'en vouloir à un humain. Je sais pas comment ils ont jamais de... Je trouve pas le mot que je veux dire, mais de... Ils nous en veulent jamais. Ouais, voilà, ils en veulent pas, ils sont pas dans le négatif de juger, par exemple, un propriétaire, le choix qu'il a fait, ou ce genre de jugement que nous, en tant qu'humains, on peut facilement avoir si on a de la culpabilité un peu par rapport à ce qu'on a fait des fois à notre animal. Non, ils sont jamais dans le jugement et ils acceptent en fait ce qui se passe, parce que nous, on doit apprendre d'eux. Donc en fait, ils acceptent beaucoup de choses que entre humains on n'accepterait pas, mais tout ça nous fait évoluer et j'ai envie de dire que eux ils sont là justement pour nous faire évoluer. Donc parfois oui, on prend des mauvaises décisions, parfois on fait des choses difficiles. Il y a aussi des propriétaires qui ont pris des chiens de la SPA, des chiens qui ont été battus, et ces chiens-là, en fait, ils ont tellement d'amour à donner. Et en fait, ils ont bien sûr des traumatismes qu'on peut aider à soigner, mais ils ont tellement d'amour à donner, ces animaux. Ils ont comme un amour inconditionnel envers nous. Ils n'ont pas de rancœur, c'est ça le mot que je cherchais. Non, ils n'ont pas de rancœur. Ils sont pas comme nous pour ça. On a parlé de tout ce qu'on peut faire avec la communication animale, comment on peut aider l'animal. Quelles seraient les limites en fait à cette pratique ? Est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées ? Je sais par exemple que tu fais pas les animaux perdus. Alors je fais pas les animaux perdus tout simplement parce que ça me crée à moi-même un stress.
Et si je suis stressée, j'arrive pas à communiquer. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Et puis l'animal, quand il est perdu, il se déplace. Et souvent, c'est pas évident. Et j'ai aussi remarqué que si un animal est perdu, si j'ai l'information ou la demande parce qu'il vient d'être perdu, j'arrive à retracer par où il est passé des fois et on arrive à le retrouver. Et je le fais vraiment... je le fais que si je le sens. Parce que si je le sens pas, je dis à la personne non, je le ferai pas. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ça me crée un stress, puis après j'y pense tout le temps. Et c'est plus par rapport à moi, je pense, parce que je pense qu'on est capable de le faire aussi, mais c'est plus compliqué, parce qu'il y a aussi des animaux qui ne veulent pas se faire retrouver. Il y a aussi, ça m'est arrivé ça, et expliquer au propriétaire que le chat, il est parti dans une autre maison parce qu'il a fini sa mission dans la maison où il est parti. La propriétaire, elle n'a pas du tout accepté. Elle voulait que je lui dise où est-ce que le chat était parti, à quelle adresse. Bon, ça, j'ai pas. Le chat ne me donne pas l'information de l'adresse, de où il est parti. Mais c'est vrai que ça reste très compliqué. Et pour moi, en tout cas, c'est surtout parce que ça me cause un stress et des émotions, en fait, de ne pas savoir où il est. Et puis aussi, peut-être, on en avait discuté, l'animal, c'est pas forcément des fois s'il est mort, s'il est vivant, si il est à un endroit qu'il connaît pas, c'est peut-être difficile de le retrouver aussi. J'imagine que c'est assez compliqué, les animaux perdus. Oui, c'est-à-dire que des fois, on a des informations qui viennent... moi, j'avais plusieurs cas. Alors, j'ai eu un cas d'un chien qui s'était sauvé et quand la personne m'avait appelé, il venait juste de s'échapper et il ne savait pas où il était parti. Et j'avais expliqué que ce chien, il était blessé et qu'il allait aller dans la forêt. En fait, j'arrivais à voir en fait, les images. Et il était allé dans la forêt et qu'il se ferait récupérer par un monsieur dans une petite cabane qui l'accueillerait et qui l'appellerait pour se faire retrouver. Ce qui s'est tout à fait passé exactement comme ça. Donc là, cette fois, ça a marché. Mais des fois, j'explique aux gens, j'ai dit, mais écoutez, je vois beaucoup d'eau. Il y a de l'eau, il n'est pas très loin, mais je vois qu'il y a de l'eau, je vois qu'il a eu un accident, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça reste très flou. J'ai pas toutes ces images des fois. Et en fait, c'est arrivé que quelques semaines après, on me dise « Ah, mais en fait, il était tombé dans la piscine du voisin ou voilà. » Et en fait, oui, l'eau, elle était là. Parce qu'on me dit « Non, mais il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas de lac. » Je dis « Je sais pas, moi, je vois de l'eau. Puis les gens ne pensent pas que c'est la piscine, en fait. » Et ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois, ça. Et puis, peut-être au niveau des limites aussi, quelque chose qu'on peut aussi dire, c'est qu'on ne fait pas de la communication animale pour dicter un comportement à l'animal. C'est difficile de... Enfin, peut-être on serait tenté de le faire, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, peut-être, pour dire... Sinon, ça serait un peu trop facile de dire à mon cheval, voilà, j'aimerais que tu arrêtes de faire ça ou ça. Alors, on voit tout de suite dans les demandes de communication animale, les gens qui n'ont jamais demandé une communication animale, parce que ça arrive assez souvent qu'on nous dise « Est-ce que vous pourriez lui dire d'arrêter de miauler ou lui dire d'arrêter d'aboyer ou lui dire d'arrêter de déchirer les coussins pour les chiens ou comme ça. » Alors, je peux lui dire, mais en fait, tant qu'on n'a pas trouvé la cause de pourquoi il fait ça, il va continuer à le faire. Alors, c'est compliqué. Ou alors, il faut négocier. On doit négocier avec eux. C'est-à-dire que c'est comme un rapport win-win, ce gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que tu as besoin pour arrêter de déchirer les coussins ? Et l'animal va nous dire, je reste 8 heures par jour tout seul, je m'ennuie, j'ai besoin qu'on me sorte un peu plus souvent, j'ai besoin qu'on me stimule intellectuellement, j'ai besoin de jeux, j'ai besoin qu'on me mette quelque chose à grignoter ou à disposition. Et puis, je suis anxieux, il peut aussi dire qu'il est anxieux ou qu'il a peur de la solitude. Et en fait, après, on va expliquer ça au propriétaire et le propriétaire, il pourra mettre en place des choses. Et du coup, le fait d'attaquer les coussins, ça va disparaître. Mais il faut mettre des choses en place pour ça. Est-ce que toi, tu l'utilises avec tes animaux au quotidien ? C'est-à-dire de demander... De communiquer avec eux, simplement. Est-ce que je communique avec eux au quotidien ? Non, pas toujours. Parce que, non, pas toujours, mais par contre, de temps en temps, quand je veux quelque chose ou savoir quelque chose, je communique avec eux. J'avais fait ça aussi avec ma jument. J'avais besoin de savoir si
elle avait besoin d'une couverture parce qu'elle est assez fragile et puis elle est assez frileuse. Donc l'été, quand il y a des orages puis qu'elle est dehors, souvent elle tremble. Et quand c'est comme ça, je me dis toujours, est-ce qu'elle aurait besoin d'une couverture ? Et en fait, je lui ai demandé qu'on fasse un code. Je lui ai dit, il faut que tu me donnes un code pour que je sache si tu veux la couverture ou pas. Est-ce que tu as assez chaud ou pas ? Et on a trouvé un code, c'est que j'arrive en fait... Bon, alors je dois quand même aller à l'écurie, prendre la couverture, j'arrive au parc. Si elle me voit arriver au parc avec la couverture puis qu'elle en a besoin et qu'elle la veut, elle va rester sur place, elle va rester en me regardant. Et du coup, je sais que je peux aller lui la mettre parce qu'elle ne va pas bouger. Si j'arrive avec ma couverture au parc et qu'elle me voit et qu'elle voit la couverture, elle me fait demi-tour, elle me tourne le dos, elle se dirige au fond du parc. Et ça, c'est un code qu'on a mis en place pour dire oui, j'ai envie, non, j'ai pas envie. Et y a plein de choses qu'on ressent, en fait, qui nous disent. Moi, je vois, Oslo, il me communique plein de choses, genre... je le sens, il est couché même pas dans la même pièce que moi, et de temps en temps je lui dis ouais, bientôt, c'est promis. On va sortir bientôt, c'est promis, mais je sens qu'il me dit allez, on y va maintenant. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, mais on va juste terminer en évoquant tes autres activités, peut-être le shiatsu en particulier. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette thérapie et puis un petit peu à quoi elle sert. Oui, très simple. Oui, parce qu'il faut ici on veut condenser en fait le shiatsu. D'abord, le shiatsu, ça a été fait sur humains, ça a été reconnu comme une thérapie alternative efficace sur les humains, et ça a été en fait après coup développé pour les animaux. Donc c'est venu dans un deuxième temps, mais ça a venu que seulement dans les années 80. Donc ça fait pas si longtemps que ça que le shiatsu pour les animaux existe. Le shiatsu, ça signifie littéralement la pression des doigts, ou aussi mettre ses doigts dessus. Donc la pression qu'on exerce sur le corps de l'animal, ça va activer une capacité d'auto-guérison. Donc cette méthode, elle permet de renforcer l'énergie vitale de l'animal et de retrouver, qu'il puisse retrouver un certain équilibre au niveau de son énergie. Donc le but, c'est de permettre à l'animal, au corps, de relâcher, d'évacuer des tensions corporelles, organiques, articulaires ou énergétiques. L'idée fondamentale est que l'équilibre du corps et de l'esprit, ça dépend en fait de la bonne circulation de l'énergie. En fait, en shiatsu, ça fait partie de la médecine chinoise. Et là, dans la médecine chinoise, on parle de l'énergie qui circule dans le corps. L'énergie, c'est le qi. Et cette énergie, en fait, ce qui fait circuler cette énergie, c'est aussi le sang. Donc c'est un tout. Donc quand il y a une gêne, une douleur, quelque chose, c'est des signes de déséquilibre et on peut rééquilibrer ça avec le shiatsu. Pour la médecine chinoise, si on veut juste en parler en deux mots, juste dire que le corps de l'animal, mais autant notre corps à nous, on est traversé par des méridiens, mais on appelle ça aussi, on peut dire, des espèces de canaux hydrauliques qui circulent dans notre corps. Et ces canaux hydrauliques, ça crée de l'énergie. Et cette énergie, elle est connectée aussi à nos organes qui fonctionnent avec le sang, enfin tout ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un tout. Et on va travailler sur ces méridiens pour rééquilibrer en fait l'énergie du corps. Et le corps, avec ce rééquilibrage, il est très bien fait parce que selon où il a besoin d'énergie, il va aller lui-même opter pour donner ou reprendre l'énergie. En fait, on appelle ça un excès d'énergie ou un vide d'énergie, mais le corps va lui-même adapter. Nous, on va actionner des boutons qui sont des points d'acupressure ou des points d'acupuncture. On va actionner des boutons qui vont aider en fait l'animal à se rééquilibrer par lui-même. Donc ça prend souvent quelques jours avant que l'animal retrouve en fait le bien-être ou la vitalité qu'il avait peut-être perdu avant le shiatsu. C'est un peu comparable du coup à l'acupuncture, ça travaille sur les mêmes méridiens en fait. Entre l'acupuncture et le shiatsu, la différence entre ces deux méthodes, c'est simplement que le shiatsu, nous, on va travailler avec nos doigts, mais on va avoir toute une phase de massage. On va actionner des points qui vont relaxer, je peux dire, l'animal. On va appuyer sur des points qui vont dégager de l'endorphine et donc qui vont être agréables pour l'animal.
et on va actionner, et on va aussi par ce biais-là, on va actionner des massages, comment on appelle ça quand on tapote en fait le muscle du cheval pour le détendre, on va faire du palpé roulé, on va trouver des zones de tension, on va travailler ces zones de tension aussi. Toutes ces zones qu'on va travailler, elles sont de toute façon parcourues par des méridiens, donc on va aussi réactiver l'énergie, le sang, les méridiens. Donc c'est tout un travail qu'on fait de base où on touche l'animal et on est en contact avec lui. Et puis ensuite, à la fin, on choisit des points, comme le choisirait en fait le vétérinaire acupuncteur, et il va sélectionner des points précis pour aller dans la pathologie que l'animal a. Et par rapport à ça, donc cette année, tu as décidé de te lancer à 100% dans ton activité d'indépendante. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer cette année peut-être si on conclut en parlant un petit peu de toi. Alors ça a été long, parce que ça fait longtemps que je voulais me lancer, mais après, un peu la peur de se dire est-ce que ça va marcher. Voilà, c'était un petit peu... Par contre, j'aime tellement ce que je fais, que je suis passionnée, que quelque part, ça fait longtemps que je veux faire ça. Et puis l'année passée, ça a été un petit peu J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide par rapport à leurs animaux, que j'avais beaucoup de demandes, que les résultats étaient positifs, qu'il y avait des bons retours, que j'avais maintenant une clientèle qui me suit et puis qui a confiance en ce que je fais. Je me forme sur plein de sujets parce que j'aime ça. Et en fait, le déclic, c'est de me dire, mais en fait, finalement, j'y vais, quoi. Je me lance parce qu'aujourd'hui, j'ai assez pour développer cette activité et c'était un besoin d'être à 100% là-dedans pour me concentrer vraiment que sur le bien-être des animaux. Donc avant, qu'est-ce que tu faisais si ça t'embête pas de... Alors j'ai fait plein de... Enfin, j'ai passé par plusieurs jobs différents, mais j'ai été beaucoup dans l'administration. Donc en fait, j'étais assistante de direction, j'ai été manager dans une boîte informatique, j'ai été... voilà, après j'ai décidé d'avoir des postes qui ont moins de responsabilités pour pouvoir justement me consacrer à ce côté thérapie animale. Donc j'ai pris des postes un peu moins intéressants, mais un petit peu moins intéressants quand même quelque part, mais il fallait bien faire un choix. Donc j'ai fait assistante de direction pendant très longtemps dans une entreprise industrielle. Et puis j'ai travaillé à temps partiel, et puis j'ai gentiment baissé mon taux. Ils ont été super pour ça, c'est que j'ai pu baisser mon taux petit à petit pour augmenter petit à petit mon taux d'activité chez Equinesia. La transition elle est toute trouvée pour que tu nous parles juste un petit peu de ton programme pour 2021. Qu'est-ce que tu as comme cours? Qu'est-ce que... Peut-être pour les gens qui ont envie de te suivre après t'avoir écouté. Mon programme pour 2021, alors déjà mettre en place mes acquis que j'ai en tout cas sur ce premier trimestre, c'est-à-dire continuer la communication animale, les shiatsu, les fleurs de bar, parce qu'on s'en dirait qu'on n'en a pas parlé, mais les fleurs de bar, c'est quand même un point très positif dans la thérapie que je fais avec tous ces animaux, puisque ça régule les émotions et ça aide à l'animal à se sentir mieux au niveau de son émotionnel. Et du coup, la communication animale avec le complément des fleurs de bar, ça aide à vraiment rééquilibrer, à changer le comportement de l'animal. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je fais de plus en plus en consultation. Et du coup, pour expliquer ça, 2021, j'ai envie vraiment d'aller plus en approfondi dans le comportement des animaux. C'est-à-dire, je vais commencer une formation de comportementaliste pour les chiens, pour voir en fait mieux les comprendre et avoir tous les tenants et aboutissants. Je vais aussi faire celle pour les chats. Après, pour les chevaux, ça viendra. Mais j'ai ce projet en fait de mettre en place quelque chose qui puisse les aider plus dans la globalité et moi-même d'être encore plus professionnelle sur la connaissance de chaque animal, de chaque espèce. Et puis au niveau des cours, alors en présentiel, je pense que c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont être faites ? Oui, pour les cours, en fait, là, j'ai proposé des cours en ligne. Je donne un cours en ligne sur le cours d'introduction à la communication animale. Je donne un cours en ligne sur les fleurs de bar pour les animaux. Ça, c'est déjà en cours, là, ce mois de janvier.
Je ne sais pas encore si je vais en planifier d'autres, je pense. On verra si j'ai des demandes. Après, pour les cours en présentiel, oui, j'ai prévu plutôt sur mars, en disant on attend un peu ce premier trimestre parce qu'avec ce Covid, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai prévu en mars, mais je respecte les règles d'hygiène. Donc là, j'ai déjà des cours en mars qui vont se faire sur les fleurs de bar pour les animaux. Je mettrai ton site et puis tous les liens qu'il faut pour que les gens, s'ils sont intéressés, puissent trouver toutes les infos. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et puis on se réjouit de suivre ton actualité. C'est gentil, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce podcast et puis pour pouvoir exprimer tout ce que je fais pour aider les animaux en fait et vivre de ma passion aujourd'hui. Je trouve que c'est un bonheur, quoi, vraiment. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!